Je voudrais, à l'entame de mon propos, me dire l'honneur qui est le mien de participer à cette première journée scientifique à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques. Je vais noter pour me réjouir que M. le doyen, qui prend son déjeuner chaque jour à 13 h exactement, a sacrifié à ce rituel pour m'écouter aujourd'hui. Cela dit, ces prolégomènes étant dit, le thème sur la propriété intellectuelle en matière de santé, la performance professionnelle, en réalité va partir d'un certain nombre de généralités, c'est-à-dire le système de propriété intellectuelle lui-même. Alors je voudrais peut-être aussi rappeler que j'ai un peu expurgé l'exposé des thèmes qui seraient trop techniques, parce qu'il faudrait au sortir de cette présentation que chacun ait au moins compris l'essentiel de quelque chose. Donc, les systèmes de propriété intellectuelle portent sur ce qu'on considère en droit comme des biens immatériels. Ils ne sont pas immatériels parce qu'ils n'existent pas, mais parce qu'en fait, ils portent sur des choses qu'on ne peut pas saisir forcément par la main, sur des droits pour l'essentiel. Et ils ont ceci de particulier qu'ils traversent facilement les frontières. Et dans un tel cadre institutionnel, c'est l'une des rares matières pour lesquelles les institutions se sont facilement intégrées en Afrique. Parce que nous avons par exemple l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, qui a 17 États membres, et dans lequel un brevet qui est délivré par exemple au Cameroun est valable dans l'ensemble des 17 pays membres de l'OAPI, sans autre formalité. On a l'African Regional Intellectual Property Organization, qui a 22 membres, mais qui est un système harmonisé. On a des systèmes qui sont en train d'être mis en place, notamment l'Organisation panafricaine de la propriété intellectuelle, et le protocole de la zone de libre-échange continentale africaine, qui a pour ambition d'harmoniser les systèmes de propriété intellectuelle en Afrique. Donc du coup, il y a là un champ, n'est-ce pas, qui est particulièrement vaste, ouvert, et qui pourrait donner lieu à de la matière pour la recherche. Et je vais sortir par le cadre mondial. Évidemment, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle est l'organisation qui est dédiée principalement à la gestion des questions de propriété intellectuelle, mais aussi, et c'est là qu'on rentre véritablement dans la spécificité du système de santé, c'est que dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, l'industrie pharmaceutique est celle qui a pesé de tout son poids dans la vague de 1986 à 1994 pour qu'il y ait des changements fondamentaux dans le commerce mondial, l'industrie pharmaceutique. Ce qu'il se plaignait justement de ce que les droits de propriété intellectuelle n'étaient pas protégés comme il se devait dans la plupart des pays et donc créaient des gros manques à gagner pour l'industrie pharmaceutique. Ce qui a justifié l'adoption en 1994 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ce qu'on appelle des accords APIC, sur les APIC ou TRIPS. Alors la diapo est un peu coupée, mais bon voilà. Donc, d'accord sur les APIC. Alors pourquoi est-ce qu'on insiste sur les créations intellectuelles? Généralement, quatre fonctions classiques sont reconnues au droit de propriété intellectuelle. Il faut encourager la création intellectuelle, c'est-à-dire l'octroi, par exemple, d'un brevet stimule les chercheurs qui sont portés à en mettre davantage sur le marché. Il faut rémunérer le titulaire du droit, parce qu'il a fait un effort de recherche, il doit pouvoir acquérir un droit de propriété intellectuelle, et donc, pour pouvoir valoriser sa recherche. Évidemment, le droit de propriété constate le droit du titulaire sur sa création. On reviendra sur cette question de titularité. Et enfin, il faut mettre des innovations au service de la société. C'est l'utilité sociale de la propriété intellectuelle qui justifie justement qu'il y ait des exceptions qui soient faites pour le bénéfice de la santé. On l'évoquera. Maintenant,
abordons le premier aspect sur l'octroi des droits de propriété intellectuelle en matière de santé. Quels sont les biens? Parce qu'en droit, seuls les biens peuvent faire l'objet de propriété. La santé en soi n'étant pas un bien, mais n'est-ce pas, pour lequel les différents produits qu'ils génèrent sont des biens pouvant être appropriés. Il y a plusieurs types. Et le premier type, la première catégorie de droit de propriété, c'est la propriété littéraire et artistique. C'est qu'on appelle souvent le droit d'auteur. En fait, il est très connu, ou du moins très peu connu, parce que tout le monde s'applique sans s'en rendre compte, un peu comme M. Jourdain, qui faisait de la prose sans savoir qu'il en faisait. Vous voyez, il y a une simplicité relative des conditions de protection. Pour protéger le droit d'auteur, on n'a pas besoin d'informalisme, on n'a pas besoin d'enregistrement. Il suffit que l'œuvre existe. Dès que vous avez écrit, par exemple, même une lettre que vous adressez à votre famille, il est protégé par le droit d'auteur. C'est aussi simplement que cela. Et donc la seule exigence, c'est que ce que vous avez produit soit original. Alors, j'ai dit il est le plus pratiqué et le moins connu. Le plus pratiqué parce qu'en réalité, c'est le champ des publications scientifiques. Les publications scientifiques sont protégées par le droit d'auteur. Et beaucoup de chercheurs, lorsqu'ils vont vers une revue scientifique pour laquelle on leur donne un contrat à signer, ne se rendent pas en fait compte qu'il s'agit d'un contrat de droit d'auteur par lequel ils cèdent les droits d'exploitation de leur publication à l'éditeur ou à la revue scientifique. On est en plein là dans le droit d'auteur. Évidemment, ça touche y compris le domaine des publications en matière de santé. Ça, c'est la perception générale. Mais plus spécifiquement, de plus en plus, on parle de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle s'appuie beaucoup sur les programmes informatiques, sur les logiciels. Or, en droit camerounais et dans plusieurs droits, les programmes informatiques relèvent de la propriété littéraire et artistique et donc n'ont pas besoin d'un processus particulier pour être protégés. Donc, le logiciel est protégé par le droit d'auteur, quel que soit le domaine sur lequel il porte. Bon, évidemment, il y a un certain nombre de pays qui peuvent finalement aboutir à la création de ce qu'on appellera une invention technique, c'est-à-dire qu'on utilise l'intelligence artificielle pour mettre sur pied, disons, un robot qui va l'utiliser, et le robot lui-même pourra faire l'objet d'une protection distincte par le système de propriété industrielle. Bon, toute la question sur... il y a toute une technologie en matière médicale qui s'appuie sur ce type de création. Donc, première catégorie, dont le droit d'auteur. Deuxième catégorie, les droits de propriété industrielle. Ici, je vais m'arrêter d'abord sur le brevet. En fait, beaucoup connaissent le brevet. Et en matière de santé, le produit le plus emblématique qui fasse l'objet de protection, c'est le médicament. Alors, vous savez, l'on a dit que le médicament pouvait tuer. Et c'est vrai, puisque le drame avec le médicament, c'est qu'on découvre très souvent ses effets secondaires par le dommage qu'il cause. Il tue. Mais en même temps, la vocation du médicament n'est pas de tuer. Il a vocation à empêcher de souffrir et à éloigner le moment de mourir. Donc, le brevet peut porter dans le domaine de la médecine conventionnelle et assez bien réglementé. Et très souvent, il y a 3 conditions qui sont exigées pour protéger un médicament par le brevet. La nouveauté, il faut que ce soit nouveau, l'activité inventive, c'est-à-dire la création, l'effort créatif qui a été fait, et l'application industrielle, c'est-à-dire que le médicament créé doit être susceptible d'être développé et commercialisé industriellement. La question se pose de savoir si dans le domaine de la médecine traditionnelle, ces mêmes conditions peuvent être appliquées. Et là, il y a une première difficulté. Ce que l'on considère que très souvent, le traditionnel s'appuyant sur des données qui existaient déjà, il y a un certain nombre de critères qui ne seront pas respectés et feront donc obstacle à la valorisation de la médecine traditionnelle par le droit des brevets. Ce qui n'exclut pas la possibilité de protéger cette même médecine traditionnelle par d'autres types de droits de propriété intellectuelle. Les autres mécanismes qu'on peut évoquer,
c'est les obtentions végétales, n'est-ce pas? Les créations végétales pour les botanistes, les agriculteurs et même ceux qui travaillent dans le domaine du végétal peuvent faire recours à ce mécanisme. Les modèles d'utilité sont ce qu'on appelle en gros, dans la pratique les petits brevets, dans la mesure où là on est un peu moins exigeant qu'en matière de brevets pour protéger pour une durée un peu moins courte les médicaments. Il y a les marques. Vous voyez, les marques, c'est en fait c'est les droits sur les signes distinctifs, c'est-à-dire qu'ils ont vocation essentiellement à encourager la commercialisation d'un produit, à la différence des brevets qui ont une utilité fonctionnelle, basique. Les marques ont plutôt cette vocation à identifier un produit pour en faciliter la commercialisation. Il y a donc marque, indication géographique, dessin, modèle industriel. Ces éléments sur le champ de la propriété intellectuelle en matière de santé étant déclinés, on entre dans le vif de la question, c'est-à-dire notamment quel serait l'impact des droits de propriété intellectuelle relatifs à la santé sur les performances professionnelles. Le premier aspect est que, parce qu'il s'agit d'un bien, un droit de propriété intellectuelle a vocation à être exploité, c'est-à-dire à servir les utilités de son titulaire et au besoin à lui rapporter, parce qu'on y travaille également pour ça, satisfaction certes, mais argent également. Et l'exploitation des actifs de propriété intellectuelle se fait par des mécanismes classiques généraux. C'est le mécanisme des concessions de licence, c'est-à-dire que l'on peut accorder une licence d'exploitation pour un brevet dont on est titulaire à un tiers. Et d'ailleurs, dans la pratique, il faut observer qu'aux États-Unis et en Chine, les institutions qui détiennent le plus grand nombre de brevets sont les universités. Les universités sont les premiers producteurs de brevets dans tous les domaines. Médecine, des hautes technologies et autres. Et comment donc les universités parviennent? Il y a un concept qui devient de plus en plus université-entreprise. Comment l'université fait-elle pour tirer avantage des brevets qu'elle génère? Elle concède des licences à des entreprises, notamment pharmaceutiques, qui exploitent ces brevets et leur reversent des royalties, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ils peuvent également céder à la propriété de ces droits de propriété intellectuelle ou procéder à des investissements ou encore à des accords de confidentialité, c'est-à-dire choisir de garder certaines informations secrètes pour être incontournables lors de l'usage qui sera fait de l'innovation qu'on aurait mis sur pied. Ça, c'est les mécanismes généraux. Mais en matière de santé en particulier, il y a des exigences qui sont imposées aux droits de propriété intellectuelle. La première, c'est les licences obligatoires. Pendant la COVID-19, il y a eu un grand débat sur le point de savoir comment est-ce que les pays à faible revenu notamment faisaient pour accéder aux vaccins pharmaceutiques. Il y a des industries qui ont fabriqué un vaccin, qui le vendent parce qu'ils doivent gagner de l'argent également sur ce qu'ils ont créé. Mais il y a des pays qui n'ont pas forcément les moyens d'acquérir à ce prix les vaccins. Le mécanisme des licences obligatoires permet d'imposer, n'est-ce pas, contre les droits du titulaire du brevet, par exemple, sur un vaccin, la possibilité d'acquérir ce produit et les utiliser. Il y a des conditions, parce que ça, c'est parce qu'il y a des besoins de santé pressants que cela est fait. Il y a des conditions, notamment il faut quand même payer une certaine redevance au titulaire du brevet. Je ne rentrerai pas dans tous ces détails pour l'instant. Il y a d'autres mécanismes qui sont un peu moins autoritaires, comme l'exception d'exploitation anticipée, ce qu'on appelle l'exception Bollard, qui permet de commencer à exploiter, ou du moins à fabriquer un brevet de médicament, un médicament, en attendant l'expiration du brevet qui est de 20 ans, parce que le brevet dure 20 ans. Cela permet, dès que le brevet entre dans le domaine public, de le mettre immédiatement sur le marché dans sa version générique.
Et il y a surtout ce qui concerne les chercheurs, l'exemption de recherche. L'exemption de recherche signifie qu'un chercheur n'a pas besoin forcément de l'autorisation du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle pour utiliser son droit ou son brevet, parce qu'il le fait dans l'intérêt de la recherche. Mais dès lors qu'il l'utilise pour le commercialiser, en tirer des profits particuliers, on n'est plus dans l'exemption de recherche. Donc voilà pour l'exploitation générale, l'exploitation du brevet. Alors comment est-ce qu'on prend en compte dans ces contextes l'intérêt du chercheur? D'ailleurs, qui est le titulaire du droit de propriété intellectuelle? Il y a une pratique qui concerne les masters, par exemple, sur les mémoires ou thèses. Il y a une formule. L'université de Chang n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse ou ce mémoire. Elles doivent être considérées comme propres à leur auteur. Je réponds en fait à la question de savoir à qui appartient le mémoire ou la thèse. Ça appartient à celui qui l'a rédigé, pas à son directeur. Même si le directeur a accompagné le travail. La question, le propos est clair là, n'est-ce pas? Ça, c'est sur le droit d'auteur. Maintenant, sur les inventions, ça devient un peu plus compliqué. Parce que là, il faut distinguer trois catégories. Premièrement, l'invention des missions. Lorsque la mission de la personne, lorsque vous avez été recruté pour une invention, vous n'êtes pas titulaire, je vais prendre le cas le plus ample du brevet, vous n'êtes pas titulaire des droits sur le brevet que vous obtenez. C'est celui qui vous a donné mission de mettre cette invention avec qui est titulaire de ce droit. Vous avez été déjà rémunéré pour ce travail. Bon, maintenant, à l'occasion de ce travail, vous pouvez utiliser peut-être des autres produits de laboratoire, les machines du laboratoire, pour créer une invention qui n'avait pas été sollicitée par votre employeur ou votre mandat. C'est ce qu'on appelle les inventions hors mission attribuables. Et même dans ce cas, le droit ne vous revient pas systématiquement. Dans la mesure où vous avez utilisé les instruments qui vous ont été fournis pour votre travail, eh bien, le mandat peut solliciter d'avoir la titularité des droits sur votre invention, sous réserve de vous payer un juste prix. Donc, je vais parler de la répartition des droits. Bon, dans le cas de l'invention de mission, quand vous avez réussi à créer une invention, on vous donne un montant supplémentaire. Quand vous n'avez pas, vous avez fait une invention en mission attribuable, on vous donne ce qu'on appelle un juste prix. Dans le troisième cas, vous êtes totalement titulaire. Mais alors, si on rentre dans l'invention, la promotion des universitaires, qui est aussi une question importante, l'on observera, je l'ai déjà dit, que ce qui est le plus connu, c'est les publications. Et j'ai parcouru les arrêtés du 16 novembre 2010 qui organisent les comités scientifiques spécialisés. La recherche et l'enseignement en réalité valent chacun pour 7 points, soit 14 points. Et lorsqu'on arrive au brevet, on le met dans la catégorie appui au développement et il vaut 1 point pour certaines filières et dans la filière pharmacie, sciences pharmaceutiques et médicales, 2 points. C'est-à-dire qu'en matière de santé, on sait que la recherche en matière de médicaments est longue, coûteuse et très hasardeuse. Vous avez mis tout ce temps. Vous avez acquis un brevet qui a un coût, car il faut payer des taxes de brevet. Et on vous dit que pour changer de grade, ça vaut tout au plus 1 point ou 2. Alors vous comprenez que ce n'est pas particulièrement valorisant. Et à un moment où on est en contexte de professionnalisation, ce n'est pas stimulant pour la professionnalisation. Donc c'est un critère qui, de mon point de vue, devrait être apprécié, n'est-ce pas, pour être revu, pour reconsidérer, pour être revu à l'avantage aussi bien des chercheurs que de la communauté, de la société en général. Je vais sortir sur ce point. Lorsque l'invention ou les innovations sont valorisées et rentabilisées à travers des mécanismes comme les partenariats qui permettent aux industries partenaires, qui permettent à l'université de valoriser ce que ces chercheurs font, l'on se rendra compte que la perspective du gain, n'est-ce pas, en notoriété, mais aussi en argent, est un facteur stimulant, puissant, n'est-ce pas,
donc un facteur de performance professionnelle. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle publie chaque année depuis un certain nombre de temps comment on appelle ça, l'index mondial de l'innovation. Et l'un des indicateurs de la performance professionnelle, justement, c'est les droits de propriété intellectuelle qui ont été acquis par les différents pays, dans les différents pays. Le deuxième aspect, et la deuxième conclusion, c'est qu'en contexte de recherche individuelle où le chercheur se bat tout seul pour atteindre ses objectifs, et où parfois la valorisation de ces innovations ne lui vaudrait au maximum qu'un seul ou 2 points pour changer de grade, vous comprenez qu'il aura tendance à ne pas être particulièrement motivé à faire des recherches qui sont parfois difficiles et qui ne sont pas toujours fortement récompensées. Je vous remercie de votre attention.